Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Academic Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons les nouvelles formes de mobilisation et d'engagement citoyen. À une époque où les mouvements collectifs émergent souvent en dehors des structures politiques traditionnelles, il devient important et essentiel de comprendre sur quel registre de légitimité, dans quels espaces et à travers quels symboles ces formes d'action se déploient. Nous allons tenter de clarifier ces points et bien d'autres avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Déborah Pérez, professeur à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI Polytechnique. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6P, Rabat, pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Les nouvelles formes de militantisme. 2 points, du terrain au numérique. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, avec l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux, les manifestations ne se limitent pas dans les rues. Elles continuent, s'amplifient et parfois même commencent dans les réseaux sociaux. Une vidéo, un hashtag et des lives peuvent mobiliser une toute entité. Alors je me demande s'il y a une règle juridique qui encadre les manifestations virtuelles. Le changement de la forme de manifestation a réellement changé la manière dont on s'engage. Parce que les manifestations aujourd'hui ne sont plus en marchant dans les rues, mais ils ont évolué avec l'ère digitale. Sur les réseaux sociaux, ce sont devenus des espaces de revendication. On peut créer et organiser de nouveaux mouvements qui sont encore plus solides, encore plus forts et qui généralisent un peu tout le monde d'une manière plus facile et rapide. Peut-être plusieurs personnes se demandent peut-être que d'une manière présentielle, on donne plus de force. Mais finalement, on trouve que la manifestation digitale donne encore plus de force et complète la manifestation traditionnelle. Un grand merci à nos étudiants pour ces commentaires qui vont nous permettre de commencer la discussion avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Déborah Pérez. Professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Professeur Pérez, première question. Les mobilisations contemporaines se déploient souvent en marge des structures politiques établies tout en revendiquant une légitimité sociale, morale ou citoyenne. Selon vous, sur quel nouveau registre de légitimité reposent aujourd'hui ces formes d'engagement et en quoi se distinguent-ils des modèles militants plus institutionnalisés, on va dire, du XXe siècle ? Alors oui, vous avez raison. Est-ce que l'institutionnalisation d'un mouvement social pourrait lui conférer davantage de légitimité ? Je ne crois pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est bien ça qu'on voit aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, les analystes sont confrontés véritablement à des mouvements sociaux qui refusent d'être institutionnalisés, qui refusent de passer par les canaux traditionnels, les partis politiques, les syndicats. Du coup, ils jouent sur de nouveaux registres. Et ils ont construit des légitimités différentes. Et la première de ces légitimités, elle tient au fait, justement, à ce qu'ils refusent cette institutionnalisation, à ce qu'ils refusent les médias, les formes du politique traditionnellement organisées. Et donc, en fait, c'est hyper important, parce que ça pose une question, c'est la question des porte-paroles, c'est la question des représentants. Quand on ne passe pas par des partis politiques, quand on ne passe pas par des syndicats, qui est-ce qui représente le mouvement social ? Oui. Qui est-ce qui va l'incarner ? Et là, il y a eu un article très important de Michael Savard, qui est prof à l'université de Warwick, en 2006, qui parlait de la prétention à représenter. Il disait, en fait, il y a une claim, une revendication à représenter, et du coup, il posait un peu la représentation comme un travail permanent. Et là, ce qui est vraiment frappant dans ces nouveaux mouvements sociaux qu'on constate, alors en ce moment on est confronté à pléthore de mouvements sociaux, du Kenya en passant par le Pérou, à Madagascar, au Népal, au Maroc, en Tunisie aussi. C'est des mouvements sociaux dans lesquels les manifestants n'ont pas de prétention à représenter. Au contraire, justement, ils ne font pas ce travail de construction de la représentation et ils s'en tiennent à distance. Et ça, c'est quelque chose qui avait été déjà analysé par Samuel Hayat, c'est un théoricien du politique qui a beaucoup travaillé sur les révolutions, notamment en France. Et quand il est allé analyser le mouvement des Gilets jaunes en France en 2018, il disait ce qui est frappant dans ce mouvement, c'est que tous les porte-paroles refusent le statut de représentant. Ils disent
on est les porte-parole du mouvement, on accepte de venir sur les plateaux télé, mais attention, on ne représente pas le mouvement. Officiellement, il n'y a pas de représentant de Exactement. mouvement. Et Oui. là, du coup, il se passe exactement la même chose. Les gens qu'on voit sur les plateaux télé pour, justement pour ne pas représenter Gen Z refusent ce statut de représentant. Ils disent qu'ils sont là parce qu'ils participent au mouvement, mais pas qu'ils le représentent. Et du coup, ça, c'est la première forme un petit peu de légitimité, je pense. C'est vraiment une légitimité qui s'ancre dans le fait de ne pas se donner de représentants et de critiquer de manière très, très radicale les formes du politique organisé et institutionnalisé. Et alors, je pense aussi qu'il y a peut-être un deuxième registre de légitimité qui est aussi important. C'est celui d'une génération qui va aller chercher des références qui ne sont pas des références idéologiques. On est un peu loin du temps des idéologies, ça fait longtemps maintenant qu'on a dit que les idéologies étaient mortes, et c'est vraiment ce qu'on voit à travers ces mouvements sociaux, où ils vont aller chercher un symbole, celui de One Piece. On est vraiment dans la pop culture qui vient d'Asie. On a le drapeau, c'est Jolly Roger, je crois, le drapeau de One Piece de Luffy sur son bateau, là, sur le Merry, comment il s'appelle, le Merry-Goer, un truc comme ça, qui va aller lutter contre les corrompus, qui mène cette espèce de croisade des pirates qui vont mettre à nu un peu le caractère autoritaire des régimes et leur corruption endémique. Et en fait, je crois que ce symbole, il est hyper important parce qu'il montre un glissement un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, quand on avait eu toute cette vague de protestations, de mouvements sociaux en Méditerranée, dans le monde arabe, il y avait ce qu'on appelait le printemps arabe. On avait appelé le printemps arabe. Moi, je suis un peu critique vis-à-vis de cette expression. L'appellation, peut-être. Je préfère parler de révolte arabe. À ce moment-là, il y avait un autre symbole qui revenait beaucoup, c'était celui qui avait été aussi repris par les Anonymous. C'était ce masque de Guy Fawkes qui vient en fait d'une BD qui s'appelle... Donc Guy Fawkes, je ne sais pas si vous voyez qui c'est ou pas. Guy Fawkes, c'est quelqu'un, c'est un Britannique. Au XVIIe siècle, il avait eu cette idée folle. C'était un catholique dans l'Angleterre qui était alors très puritaine et très protestante. Et qui avait dit, moi je vais faire exploser le Parlement et je vais tuer le roi. On était au XVIIe siècle en Angleterre et il a lancé ce projet de Gunpowder Plot, donc pour essayer de faire exploser le Parlement. Et ça a évidemment raté. Mais ce masque, son visage de Guy Fawkes est devenu un objet un peu de culture populaire en Angleterre. Et il a été repris un peu comme symbole, comme égérie d'une bande dessinée très critique des années 80 qui s'appelle V pour Vendetta. Et cette BD, V pour Vendetta, elle a été transformée en film, elle a été adaptée au cinéma. C'était un film avec Nathalie Portman, un film vraiment grand succès. Et du coup, les masques de Guy Fawkes ont été vendus absolument partout. Et on est en 2008 et on est au moment du développement des Anonymous, donc militants, cyberactivistes, hackers qui prennent position pour dénoncer la corruption mondiale et ainsi de suite au moment de la crise des subprimes. Et ces masques de Guy Fawkes vont être repris absolument partout. Et là, je crois qu'aujourd'hui, avec One Piece, on voit aussi de la pop culture, on voit aussi des formes de subversion. Mais on a aussi un imaginaire un peu différent, en fait, qui se met en place. On est dans quelque chose de beaucoup moins violent, de beaucoup moins radical. C'est un univers beaucoup plus ludique. Esthétiquement, c'est très coloré, les mangas. C'est une communauté d'amis un peu choisie, en fait, où les différences sont mises en évidence. Communauté aussi qui est queer-friendly. Donc voilà, c'est pas exactement les mêmes références qui viennent. Et puis surtout, c'est un manga qui vient de l'Asie. Et on voit que tous ces nouveaux mouvements de mobilisation, de contestation, ils viennent de l'Asie, ils viennent de l'Asie du Sud-Est. Oui. Alors justement, professeur Pérez, ces nouvelles formes d'engagement s'inscrivent dans des espaces multiples, physiques, numériques et symboliques, qui redéfinissent aujourd'hui les territoires de la contestation. Comment ces spatialités influencent-elles les modes d'expression, les symboles et surtout le lexique propre à ces mouvements ? Alors justement, je pense qu'on est en plein dedans. Il y a une géographie un peu nouvelle, c'est une géographie qui est très connectée en fait, comme s'il y avait une espèce de moment d'abolition des frontières. Qu'est-ce qui fait ? Alors au moment du printemps arabe en 2011, des révoltes arabes, on s'était dit, il y a un mouvement contestataire qui se passe au niveau méditerranéen.
ok. C'est l'effet des subprimes, de la crise des subprimes, mais en Méditerranée. Et comme des dominos, les dictateurs des républiques arabes tombent les uns après les autres. Ben Ali, puis Moubarak, et ainsi de suite. Là, on est dans une géographie qui est très, très différente. Et en fait, ça pose vraiment question. Qu'est-ce qui fait que au Kenya, à Madagascar, au Népal, et puis ensuite au Maroc, et puis en Tunisie aussi, alors c'est pas un mouvement qui se revendique de Gen Z, mais c'est aussi un mouvement protestataire qui a émergé en octobre 2025 sur des questions écologiques à Agabès. Composé principalement de jeunes manifestants aussi. Composé de jeunes manifestants qui revendiquent contre la corruption, contre l'autoritarisme du régime, et surtout pour mettre sur pied des mesures drastiques de lutte pour préserver un peu l'écologie de cette oasis qui est Gabès et qui est en proie à une pollution complètement délirante parce qu'il y a une usine pétrochimique juste à côté. Et du coup, en fait, on se pose vraiment la question de cette géographie. Et je pense qu'il y a un premier point important, c'est d'abord que c'est des mobilisations qui ont lieu dans le Sud global. Et c'est un Sud global qui est ultra connecté. On parle de Gen Z, on dit voilà, c'est des jeunes qui ont grandi avec Internet, qui ont grandi aussi avec leur téléphone. Et en 2011, on avait parlé pour la première fois de mobilisation 2.0, mais les sociologues, les politistes avaient rapidement détricoté ce mythe de la révolution 2.0 en mettant en avant une fracture numérique, en mettant en avant le fait qu'il y avait qu'une partie du territoire qui était couvert par l'Internet à grande vitesse. En Tunisie, dans le pays que je connais le mieux, à l'époque, c'était 37% seulement du pays qui était couvert par l'Internet à grande vitesse. Et du coup, on avait plutôt identifié le rôle des réseaux sociaux comme permettant de mondialiser, de faire connaître, de relayer les informations. Là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils servent de manière complètement différente à ces mobilisations. Et je pense que c'est ça qui peut permettre cette espèce de sentiment d'abolition des frontières, où en fait, les gens de Madagascar se reconnaissent dans les mobilisations du Népal, se reconnaissent dans les mobilisations du Maroc, et ainsi de suite. Et en fait, on a cette circulation qui est moins... qui a lieu à une échelle qui est moins géographiquement située, mais qui est porteuse des mêmes principes, des mêmes mots d'ordre. Et puis ensuite, bien sûr, et ça c'est un peu le contrepoint, et c'est les nuances qu'on est amené à faire en tant que sociologue du politique, c'est aussi des mouvements sociaux qui vont quand même s'ils ont cette prétention universaliste très forte, et cette dimension sud-globale très marquée, c'est aussi des mouvements sociaux qui vont... s'imbriquer, s'entrelacer avec les histoires politiques nationales et avec des traditions contestataires nationales. Alors justement, les réseaux sociaux ont ouvert des espaces inédits d'expression, de coordination et de visibilité, mais ils ont aussi introduit des logiques de dispersion. Dans quelle mesure le militantisme numérique constitue-t-il aujourd'hui un véritable espace d'émancipation politique et comment évaluer son impact concret lorsqu'il se traduit ou non par une action collective sur le terrain? Alors, je crois que là, c'est la véritable innovation de ces mobilisations, en fait. C'est qu'on voit les réseaux sociaux qui sont investis non plus seulement pour relayer, pour faire connaître au monde ce qui se passe, mais aussi pour débattre, pour structurer, pour organiser, pour faire parler des gens, pour faire parler des personnalités. Par exemple, là, au début du mois d'octobre, au Maroc, quand Omar Balafrej prend la parole sur Discord et qu'il y a 40 000 personnes qui suivent son talk, c'est extrêmement important. Et en fait, on voit les réseaux sociaux jouer pour une fois n'est pas coutume, leur rôle qui consiste à faire dialoguer les gens. Et là, je crois que l'anonymat qui est permis par la plateforme Discord, beaucoup plus que sur Facebook et sur les réseaux sociaux plus anciens, a vraiment joué un rôle de libérateur de parole. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, ces réseaux sociaux ne peuvent pas... C'est pas par les réseaux sociaux que vont pouvoir se transmettre les savoir-faire organisationnels dont on a besoin quand on va occuper un espace public, quand on quitte les claviers et qu'on descend dans la rue. Et là, je crois qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui se joue pendant une manifestation, pendant une mobilisation. Il y a toute une littérature qui nous montre
comment, en fait, pendant une mobilisation, il se passe quelque chose. Il y a des mécanismes de contagion, d'imitation très importants. On change, on apprend, on va incorporer, les individus incorporent des nouveaux savoir-faire, ce que Charles Tilly appelait des répertoires d'action, des manières de chanter, des slogans, des manières d'organiser aussi les protestations. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est de voir comment des gens qui avaient participé aux mobilisations sociales du début des années 2010 vont s'impliquer dans les mouvements sociaux actuels et vont transmettre aux nouveaux acteurs mobilisés, à cette Gen Z qui était très jeune au début des années 2010 et qui n'a pas participé à ces mouvements-là, qui n'a pas cet historique, et comment ils vont leur transmettre tout un ensemble de choses. La dernière chose à dire, c'est aussi peut-être que les réseaux sociaux peuvent désormais jouer ce rôle alors c'était Verta Tyler dans un vieil article des années 80, quand elle parlait de militantisme féministe, elle parlait d'abeyance structure, qu'on a traduit un petit peu mal réseau dormant, faute de mieux. En fait, qu'est-ce que c'est les réseaux dormants? C'est le fait que vont se structurer des groupes qui peuvent être politisés à certains moments et parfois pas pendant longtemps, mais qui vont quand même, c'est des groupes qui vont quand même continuer à se connaître, à se fréquenter, à échanger, même sans parler politique. Et puis ensuite, quand des années plus tard, il y a un nouveau moment de politisation, ces réseaux vont être réactualisés et les gens vont redescendre dans la rue. Et ça, on l'a vu très fortement dans les forums d'ultra des clubs de foot. Oui, clubs de foot. Par exemple, en Tunisie, en Égypte, c'est dans les forums d'ultra des clubs de foot qu'on a vu émerger pour la première fois des slogans anti-police, par exemple. Et ces slogans anti-police, ils ont émergé sur les forums, et puis ensuite ils ont été scandés dans les virages, dans les stades, et puis ensuite ils ont été scandés dans la rue. Et donc je pense qu'il faut aussi voir maintenant toutes ces interconnexions entre la vie virtuelle, ce qui se passe dans les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la rue. Alors parfois, il y a des hiatus aussi. On a l'impression de quelque chose de très désorganisé dans les réseaux sociaux et en fait, c'est très organisé. Il y a Anaïs Théviot, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de l'ethnographie des tweetos et des activistes en ligne qui sont liés à des partis politiques. Elle fait ça sur le cas de la France. Et elle montre comment les partis politiques, ils ont des espèces de war room avec tous les gens qui organisent les réponses sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas perdre de vue, que parfois ce qui a l'air d'être très spontané, très désorganisé, peut en fait être très organisé en amont et mobiliser des moyens physiques. Alors, une dernière question pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, professeur Pérez. Certains mouvements, nés de dynamiques spontanées et collaboratives, finissent par se structurer en associations collectives ou organisations politiques. Ce passage vers des formes plus organisées traduit-il, selon vous, une maturité démocratique permettant de donner plus de poids et de continuité aux revendications, ou au contraire une perte d'élan et de liberté qui ont réduit la portée initiale? Alors ça, c'est très difficile. C'est une question hyper complexe qui a été remise sur le métier vraiment à de nombreuses reprises par les sociologues des révolutions. Je pense que c'était il y a 2 ans, il y a un ouvrage qui va faire date, qui est paru d'Histoire globale des révolutions. Et dans cet ouvrage d'Histoire globale des révolutions, c'est un projet complètement pharaonique, c'est 1 millier de pages, les spécialistes de chaque pays qui publient un chapitre ou un format court sur les révolutions qui ont eu lieu dans les États qu'ils connaissent. Et en fait, ce que ça montre, c'est que quand il y a institutionnalisation, il y a aussi mort de la révolution, il y a aussi mort de la dynamique révolutionnaire, mais en même temps, qu'il est impossible d'échapper à des formes d'institutionnalisation et à des formes de reprise en main par des formes plus structurées du politique. Et donc, ça a été le cas si on part des... Là, c'est beaucoup trop tôt, en fait, quand on voit les mouvements sociaux actuels, c'est beaucoup trop tôt pour se demander... on n'a pas de boule de cristal, nous, on n'est pas là pour faire des pronostics quand on est chercheur en sciences sociales. Donc, on ne peut pas savoir, là, encore, ce qui va se passer, dans quelle mesure ça va pouvoir déboucher ou non sur des partis politiques, sur des mouvements, sur des formes d'organisation peut-être nouvelles, mais qui pourraient prolonger et donner une espèce de visibilité, de durabilité au mouvement. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est qu'après les mouvements sociaux des années 2010-2011, en Espagne, en Grèce,
Parce qu'il n'y avait pas eu que les printemps arabes, il y avait eu les révoltes arabes, mais aussi au nord de la Méditerranée, il y avait eu énormément de mouvements de protestation, que ce soit les Indignados en Espagne ou le mouvement des places en Grèce. Et ces deux mouvements qui protestaient, qui avaient les mêmes mots d'ordre en fait, qui protestaient contre la vie chère, qui protestaient contre la corruption, qui protestaient, alors dans le cas de la Grèce, contre le plan d'austérité imposé par la Troïka. Pour résorber la dette grecque, eh bien, ces mouvements, ils ont débouché sur des organisations politiques qui ont quand même eu une existence structurée dans le temps. Alors, c'était Podemos en Espagne. Et en Espagne, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un ensemble de professeurs d'université, des professeurs de sciences politiques, qui ont participé au mouvement des Indignés à la Puerta del Sol, et qui ont décidé de transformer ce mouvement en structure politique qui a participé aux élections. Et Pablo Iglesias, qui a occupé le poste de chef du gouvernement après, eh bien, il en fait partie, en fait. Et c'est comme ça que Podemos est arrivé au gouvernement. Il s'est passé exactement la même chose avec Syriza en Grèce, où Alexis Tsipras et Yanis Varoufakis, c'était aussi des intellectuels, professeurs d'université dans le cas de Varoufakis, qui ont participé au mouvement des places, qui ont débattu sur la place Syntagma et qui ensuite ont transformé cette mobilisation sociale en parti politique qui a remporté les élections. Oui. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est des victoires assez éphémères, que souvent elles ont été obligées de faire alliance et de participer à des gouvernements de coalition, qu'elles ont été rapidement confrontées à des difficultés à mettre en œuvre les revendications portées par les mouvements, et que du coup, voilà, le bilan est un peu mitigé. Un peu mitigé. Professeur Pérez, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci pour ces commentaires, pour ces pistes de réflexion sur la thématique d'aujourd'hui, donc les nouvelles formes de militantisme, du terrain au numérique. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous. Donc n'hésitez pas à nous proposer des thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur les activités en cours et sur les projets futurs de la faculté, je vous invite à consulter notre site web sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat. Restez connectés et à très bientôt.